Terre dans le système solaire. Les étoiles apparaissent par évolution des nuages de gaz qui parsèment les galaxies. Ces nuages et leurs molécules sont soumis à deux types de forces. Agitation thermique qui tend à la dispersion et gravité qui tend à la concentration. Si la gravité l'emporte, le phénomène est irréversible. Le nuage va prendre la forme d'un disque et devient une nébuleuse hétérogène contenant des noyaux diversement excités. Notre système solaire s'est ainsi constitué il y a 4,6 milliards d'années d'un ensemble de corps célestes situés dans le champ gravitationnel du Soleil. La durée de révolution autour du Soleil augmente avec la distance à celui-ci. Les 4 planètes les plus proches du Soleil, ou planètes intérieures, de dimension moyenne, sont des corps solides, de densité relativement élevée. Elles sont constituées pour l'essentiel de fer et de silicate. Elles présentent des caractéristiques communes entre elles. Par référence à la Terre, elles sont dites planètes telluriques. La température moyenne des planètes diminue avec leur éloignement au Soleil. Les planètes du système solaire externe sont beaucoup moins denses que les planètes telluriques. Elles sont constituées principalement d'hydrogène et d'hélium. La Terre, située à environ 150 millions de kilomètres du Soleil, est la 3e planète intérieure du système solaire. L'observation de la surface de la Lune, comme celle d'autres astres, montre une étonnante densité de cratères qui témoignent de l'intensité passée des bombardements météoritiques. La Terre, dont la surface est soumise au jeu de la tectonique des plaques, de l'érosion, de la sédimentation, d'actions biologiques, ne porte plus guère de traces visibles de ces violents impacts. Dans certaines météorites, on a retrouvé des traces d'acides aminés qui sont des composés à l'origine de la vie. Cette présence a démontré qu'il est théoriquement possible que d'autres formes de vie se soient développées en dehors de la Terre. Certains chercheurs ont même avancé l'hypothèse que la vie sur Terre serait venue de l'espace, grâce à un véhicule de ce type ou une comète. Il y a 4,526 milliards d'années, la Terre serait entrée en collision avec une autre planète, d'environ la taille de Mars. Elle s'appelait Theia. C'est l'une des hypothèses de création de la Lune. Cet impact aurait également changé l'axe de la Terre pour produire la forte inclinaison de l'axe de 23,5 degrés, qui est responsable des saisons sur la Terre. Axe et mouvement de la Terre. Longtemps, les savants ont pensé que le ciel tournait autour de la Terre. Il paraissait impensable de se déplacer à plus de 1000 km/h à nos latitudes sans s'en rendre compte. Si la Terre tournait, on devrait bien s'en apercevoir. Mais cet argument n'a pas vraiment de valeur. Et c'est Galilée, dans les années 1564-1642, qui va le démontrer. Si je laisse tomber un objet, il ne va pas retomber en arrière, comme beaucoup ont pu le penser. Puisque, dès le départ, l'objet a la même vitesse que la rotation de la Terre. Pour illustrer, si par exemple, vous sautez dans un train, vous n'allez pas retomber quelques mètres plus loin, puisque votre vitesse et celle du train
ont une vitesse de départ identique. Mais ceci à condition que le train effectue un déplacement en ligne droite et à allure plutôt constante. Il y a l'expérience du pendule de Foucault qui montre vraiment la rotation de la Terre. Le pendule, c'est une sorte de boule qui se déplace tout comme ce qui l'entoure à la même vitesse que la rotation de la Terre. Comme vous, comme moi, comme tous les objets qui m'entourent, la boule se déplace à la même vitesse. Mais son mouvement de balancier, lui, il est indépendant et déconnecté de la rotation de la Terre. Donc son axe d'oscillation va rester le même et c'est la Terre qui tourne. Ainsi, on va avoir l'impression que l'axe d'oscillation se déplace. Vous voyez, si on est sur la Terre et que je fais un mouvement de balancier qui reste dans le même axe, et bien moi je vais bouger sur la Terre puisque la Terre tourne. Donc on va avoir l'impression que l'axe d'oscillation se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais ce n'est pas l'axe qui tourne, c'est bien la Terre. La Terre tourne ainsi autour du Soleil et elle tourne sur elle-même en 23h56 et 4 secondes, d'ouest en est, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Un autre indice qui peut prouver la rotation de la Terre est que celle-ci est aplatie au pôle, sous l'effet de la force centrifuge. Donc son diamètre est de 12 756 km à l'équateur et 12 714 d'un pôle à l'autre. On remarquera que la Terre, elle ne fait pas exactement un tour en 24 heures, comme on a l'habitude, mais elle le fait en 23h56 et 4 secondes. C'est parce que elle tourne autour du Soleil. La Terre se déplace autour du Soleil et en un jour, elle se déplace de environ 1 degré sur son axe de rotation. La Terre, elle doit faire un tour de 361 degrés sur elle-même pour que le Soleil revienne au méridien de départ. Vous voyez, si j'ai le point A ici, pour revenir exactement au même point de départ, alors qu'elle s'est décalée d'1 degré, il faut que je me déplace. Et comme nous comptons les jours en jours solaires, on utilise 24 heures et non 23h56 et 4 secondes. C'est ce qui correspond à ce 1 degré de décalage. Donc la rotation, elle effectue cette rotation autour du Soleil en 365,25 jours. Le modèle dit héliocentrique de Copernic, au XVIIIe siècle, a été contre-argumenté d'après l'idée selon laquelle si la Terre se déplace autour du Soleil, les autres astres devraient légèrement changer d'aspect, puisque le point où est situé l'observateur change. Vous voyez que si je suis ici et qu'il y a un astre là, si je me déplace ici, eh bien ma perception de cet astre va changer. Mais les étoiles, les autres astres, ils sont tellement éloignés que le petit mouvement de la Terre n'est pas suffisant pour démontrer des changements d'aspect significatifs. Et on a d'ailleurs pu démontrer ces légers changements que très récemment. Newton, au XVIIe siècle, lui, a justifié cette théorie par la gravitation universelle. C'est la place centrale du Soleil
qui est due à sa masse, qui est de plus de 99,8% de la masse totale du système solaire. La Terre tourne sur elle-même en un jour et autour du Soleil en un an, sur le plan de l'écliptique. Son axe, on a pu le voir, il n'est pas perpendiculaire au plan de l'écliptique, puisque on observe des variations de hauteur du Soleil et de durée des journées. L'angle de l'axe de la Terre avec la perpendiculaire au plan de l'écliptique est l'obliquité de l'écliptique. Et sa valeur, elle est de 23,5 degrés environ. Cette inclinaison, elle va déterminer 4 positions clés de la Terre autour du Soleil. Le solstice d'été, autour du 21 juin, dont le pôle Nord, incliné vers le Soleil, accroît le rayonnement solaire. Et la durée du jour de l'hémisphère nord, c'est l'inverse au solstice d'hiver, environ au 22 décembre. Les rayons du Soleil et la durée du jour sont accrus pour l'hémisphère sud. Aux équinoxes, autour du 21 mars et du 23 septembre, la durée du jour et de la nuit sont identiques. Équinoxe d'automne et équinoxe de printemps. Ces variations expliquent le phénomène des saisons. La Lune gravite autour de la Terre en 27,3 jours. Et elle tourne également sur elle-même. Vous voyez qu'une fois qu'elle a fait un tour complet autour de la Terre, finalement, elle a également fait un tour sur elle-même de la même période. Et c'est ce qui explique que la Lune nous présente toujours la même face. La Lune, ainsi que le Soleil, exercent une attraction qui joue sur les marées. Selon la théorie des climats de Milankovitch, le climat a évolué à la surface de la Terre. On va noter une alternance de périodes glaciaires et interglaciaires qui vont apparaître selon 3 paramètres. Ceci va donc dépendre de l'inclinaison de l'axe de la Terre, la position du périhélie, distance Terre-Soleil la plus courte sur l'écliptique, et l'excentricité de l'orbite, c'est-à-dire la forme de l'ellipse, si elle est plus ou moins circulaire. Ces paramètres, ils varient sous l'effet de l'attraction de la Lune et également des autres planètes. Nous allons maintenant parler du bilan radiatif. On peut se poser tout d'abord une première question. D'où vient l'énergie qui alimente le système? Le Soleil est une boule de gaz qui émet de la chaleur du fait de réactions nucléaires. Ce sont des transformations de l'hydrogène en hélium à des températures et des pressions très élevées. La température de surface, elle est de l'ordre de 6000 degrés Celsius. Le Soleil va donc émettre des ondes électromagnétiques.
Ces ondes électromagnétiques, elles sont définies par leur longueur d'onde. Les rayons ultraviolets ont des longueurs d'onde courtes. Vous voyez, la distance qui sépare deux longueurs d'onde est courte. Puis, elles vont devenir plus grandes dans le visible. Le visible, ce sont toutes les couleurs que l'on peut voir à l'œil nu. Bleu, vert, rouge. Vous voyez que la distance des longueurs d'onde augmente. Et elle est encore plus grande dans l'infrarouge. Et de cette manière, plus un objet est chaud et plus ses longueurs d'onde sont courtes. Ainsi, le Soleil émet des radiations de courte longueur d'onde et la Terre des radiations de plus grande longueur d'onde. Les radiations du Soleil traversent l'espace et atteignent la Terre. Elles sont absorbées par la surface de la Terre ou l'atmosphère et ou réfléchies, renvoyées dans l'espace sous forme de grandes longueurs d'onde. À la limite de la couche atmosphérique, environ 1000 km d'altitude, chaque mètre carré devrait bénéficier de 342 watts. Mais les gaz qui composent l'air effectuent un tri. Certaines longueurs d'onde traversent et d'autres sont absorbées. C'est le cas des ultraviolets par la couche d'ozone située vers 25 km dans la stratosphère. D'autres encore sont réfléchis sur les aérosols et les nuages. C'est ce qu'on appelle l'albédo. C'est donc environ seulement la moitié du flux qui parvient jusqu'à la surface. Ce flux restant, nommé rayonnement global, se divise en deux parties. Les rayonnements directs, qui ne vont pas être arrêtés, et les rayonnements diffus, qui sont soumis aux différents écrans de l'atmosphère. L'angle du flux des radiations varie avec la latitude. L'insolation est plus forte autour de l'équateur et moindre au niveau des pôles. L'intensité de l'insolation, elle dépend de l'angle entre les radiations et la surface de la Terre, comme on peut voir sur ce schéma. Elle va être plus intense à la verticale puisque les rayons sont concentrés sur une surface plus petite. Et plus l'angle devient important, plus la surface sera importante et donc il y aura moins de production de chaleur. Deux paramètres peuvent varier dû à l'axe d'inclinaison de la Terre. La hauteur du Soleil et la durée du jour. Le Soleil chauffera alors plus longtemps si le jour est plus long. L'insolation annuelle, elle varie de l'équateur au pôle. L'insolation est donc plus grande aux basses latitudes et l'insolation au pôle est 40% à peu près de celle de l'équateur. Le globe est ainsi divisé en zones de latitude qui vont définir les saisons du fait des variations de l'insolation. Partant de ciel bleu, environ 80% de l'insolation
atteint la Terre. Et 20% de la solation est réfléchie. 3% par dispersion et 17% par les poussières et les molécules. Partant de ciel couvert, donc ce qu'on va appeler un ciel nuageux, c'est 30 à 60% qui est réfléchi par les nuages. 5 à 20% est absorbé par les nuages et 45 à 10% seulement atteint la surface de la Terre. Le rayonnement global atteignant le substrat ne va pas pénétrer en totalité. Une partie est réfléchie. C'est l'albédo terrestre. Cette part réfléchie augmente selon l'obliquité des rayons et la nature de la surface. Ainsi, l'eau représente 2%, sur un sol sombre, ce sera 3%, sur des champs et des forêts de 3 à 25%, sur la Terre 29% et dans l'atmosphère 34%. Sur la neige et la glace, c'est 45 à 85% qui est réfléchi. L'énergie est donc redirigée en direction de l'atmosphère plus rapidement pour la Terre, en quelques heures, et plus lentement pour les surfaces qui sont sur la mer. Ces rayonnements sont cantonnés dans l'infrarouge. Ceci est dû à la température de surface. À l'échelle du globe, on compte autant d'entrées que de sorties d'énergie. Mais le bilan, il est loin d'être identique selon notre localisation sur la planète. En effet, les basses latitudes reçoivent beaucoup d'entrées d'énergie et les hautes latitudes en comptent beaucoup, quant à elles, de sorties. Il y a deux types de bilans qui s'opposent, séparés par les 40e parallèles. La bande centrale va révéler un excédent d'énergie quand, de part et d'autre des pôles, le déficit est de plus en plus présent. On observe une régulation thermique dans les premiers kilomètres de la partie basse de l'atmosphère, ce que nous appelons la troposphère. C'est l'effet de serre naturel. Certains gaz, comme le dioxyde de carbone, CO2, le méthane et la vapeur d'eau de l'atmosphère, vont agir comme une sorte de vitre qui retient une grande partie des rayons. Et ces rayons infrarouges émis par le substrat et le renvoient continuellement, créant ainsi un mouvement de va-et-vient. Et ce matelas d'air chaud va maintenir une température propice à la vie. Sans cet effet de serre naturel, la température moyenne annuelle serait d'environ, au niveau de la mer, en tout cas, elle serait d'environ moins 18 degrés. Et avec cet effet de serre naturel, elle est de 15 degrés.